nous accordons la priorité aux délégations qui n'ont pas eu l'occasion de s'en intervenir une première fois. Monsieur Grossi, sur ce, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bon après-midi, chers collègues et amis, chère Anna-Lena. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous directement dans ce format. J'espère, et en fait je suis impatient d'avoir cette conversation. J'espère que c'est une conversation qui réunit des personnes pour qui l'ONU revêt une importance. J'espère donc que vous m'écouterez. J'espère aussi être à l'écoute de vos préoccupations. Nous aspirons à occuper cette haute position, la plus haute position diplomatique, ce qui implique évidemment des responsabilités. Bien sûr, l'histoire n'est pas linéaire ou ne fait pas l'objet d'une interprétation unique, mais ce processus de sélection, quel que soit le nom que l'on donne à ce processus, 80 ans après sa création, ce processus donc est peut-être un des plus significatifs depuis la création de l'organisation. La raison pour laquelle je le pense, en fait, il y en a deux qui expliquent cette position. D'abord, la première raison, c'est ce que nous voyons tous les jours. Nous l'entendons tous les jours. Nous l'entendons notamment dans vos déclarations, dans ce bâtiment ou dans la presse. Le monde est marqué par la fragmentation, les tensions, la radicalisation. Je vous épargne les détails car je sais que vous le savez aussi. C'est donc un moment particulier pour nous tous en tant qu'êtres humains, membres de cette communauté d'êtres humains. Et la deuxième raison qui suggère que ce processus de sélection est particulièrement important, c'est qu'aujourd'hui, notre institution soulève des doutes considérables. D'abord, ce qui est remis en question, c'est la valeur ajoutée qu'apporte l'Organisation des Nations Unies, sa capacité à résoudre les problèmes, l'efficacité dont elle peut faire montre, sa capacité à le faire. Le cynisme, la frustration, la tristesse sont légion. Et en tant que personne au service de la paix, en tant que personne convaincue que les organisations multilatérales ont un rôle à jouer, nous ne sommes pas dans cette situation. Mais il faut reconnaître que les tendances qui se dessinent ne sont pas positives. L'organisation n'avance pas dans la bonne direction. Ce n'est pas ce que nous voulons voir. C'est la raison pour laquelle le choix de la personne qui va travailler avec vous, avec les 193 États membres de cette organisation, revêt une si grande importance. Nous le savons et tout le monde le dit. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en discuter de nouveau à maintes reprises. C'est un peu une course à la réforme. Chacun essaye de montrer qu'il est capable d'engager plus de réformes que le précédent. Mais vous vous rappellerez que dans le pacte pour l'avenir, par exemple, le mot réforme n'apparaît qu'à 3 reprises et s'applique non pas à l'organisation tout entière, mais il me semble qu'il s'agissait du Conseil de sécurité, de l'architecture financière et puis autre chose. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, car ces réformes sont
opportune. Et d'ailleurs, je salue le secrétaire général d'avoir lancé le processus de réforme ONU 80. En tant que dirigeant d'une organisation internationale importante qui est en dehors du système des Nations Unies à proprement parler, mais qui y est étroitement associé, je suis particulièrement conscient. D'ailleurs, je suis de très près, en tant que candidat potentiel, j'ai suivi de très près ces propositions de réforme. Et ces propositions de réforme seront présentées officiellement à l'Assemblée générale à l'automne prochain, nous le savons. Mais c'est une idée sommaire des réformes qu'on devrait engager. Ce n'est pas un plan pour l'avenir. Une équipe sera nommée pour mettre en œuvre ce qui sera validé par l'Assemblée générale, mais il y aura aussi d'autres questions à régler. Car, nous le savons, beaucoup de choses font encore débat sur de nombreux dossiers, comme le démontrent les axes de travail sur lesquels vous avez travaillé jusqu'ici. Nous sommes loin d'avoir trouvé des zones de convergence. Donc ce n'est qu'une première étape sur un long chemin qui nous attend. Quant à savoir ce que nous devons faire de manière plus générale, je crois que nous avons tous le sentiment, dans un monde où la guerre prévaut, où la guerre frappe à nouveau l'Europe et revient planer sur l'Afrique, les Caraïbes, l'Asie. Aucun continent n'est épargné aujourd'hui. Le retour de la guerre est partout. Ce qui explique pourquoi, et je suis d'accord avec cela, cela explique les doutes. Où est l'ONU, se demandent les gens, lorsque la guerre revient. En effet, cette organisation a été créée après les effets désastreux de la Seconde Guerre mondiale, guerre qui a frappé l'Europe et s'est étendue au reste du monde ensuite. C'est une idée qui revient nous hanter. Il est important de la garder à l'esprit. Quels sont les outils, quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour que l'Organisation des Nations Unies puisse compter sur tous ces processus? Car, chers amis, il ne s'agit pas d'avoir une place autour de la table. Il faut que le leadership soit capable de jouer son rôle. Autrement, ça n'arrivera pas. Il faut donc se concentrer là-dessus. Est-ce que cela signifie que nous allons mettre de côté, fermer les yeux sur les besoins qui sont les nôtres, besoins nécessaires en matière de développement ou en matière de droits humains? Pas du tout. Mais comment peut-on parler de développement lorsqu'il y a une guerre? La guerre, c'est la mort, la destruction. Des ressources dont on a désespérément besoin pour sortir des milliards de personnes de la pauvreté sont allouées à la machine de la guerre. Nous devons donc être sur tous les fronts. Et bien sûr, les droits humains, car l'individu est touché directement par la guerre. Les humains meurent quand il y a une guerre. On fait de moins en moins la distinction entre les civils, les
mineurs, les femmes, les enfants. C'est capital pourtant. Il nous faut donc être dans les tranchées et faire preuve de la même détermination sur tous ces dossiers. Je vais à présent conclure, mais j'aimerais dire pour terminer que nous devons faire preuve de pragmatisme dans tout cela. Où sont les principes, me dira-t-on? Pourquoi parler de pragmatisme? Les principes, évidemment, sont toujours là, ils sont omniprésents, c'est une boussole pour nous. Mais cette organisation n'a pas été créée pour diffuser des messages depuis une tour d'ivoire. Cette institution a été créée pour résoudre des problèmes réels sur le terrain. Il faut donc s'adapter aux situations diverses et variées, parler quand il faut parler et surtout parler à ceux qui se font la guerre. Voilà ce que je pense. Donc voilà comment je vois cette institution. Une institution qui va agir avec détermination sur tous les fronts. J'espère avoir la chance d'incarner cette vision. Cela, je le tire de mon expérience en tant que directeur général d'une organisation qui est aujourd'hui au cœur des efforts que nous menons actuellement pour assurer la paix et la sécurité dans plusieurs régions du monde. J'aimerais avoir l'occasion de vous en parler un peu plus en détail au cours de ce débat. Je vous remercie. I thank Mr. Gross. Je remercie Monsieur Grossi. Nous allons